Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Faut vraiment s'imaginer la scène, tu sais. Mettons, on a payé des milliers de dollars pour des vacances de rêve en Europe. Ouais, le fameux voyage d'une vie. Exactement. Fait qu'on est à Rome ou à Barcelone, le soleil est magnifique, l'ambiance est parfaite, puis au lieu de juste profiter du moment, on passe son temps à regarder anxieusement sa montre. Ah oui, l'angoisse de la sirène du bateau. Ben oui, parce que si t'es pas de retour au port à 16h30 tapante, ben le navire part pour la prochaine destination, avec ou sans toi. C'est vraiment la réalité de la très grande majorité de l'industrie des croisières. C'est une course contre la montre constante. Ouais, c'est le modèle classique, effectivement. L'industrie a historiquement vendu une espèce d'accumulation de destinations. Le succès se mesure vraiment au volume, tu sais. 7 jours, 7 ports. C'est ça, on débarque, on court. Exact, on prend la photo devant le monument célèbre, on achète un T-shirt, puis on repart au pas de course. Puis c'est justement ça qui rend notre analyse d'aujourd'hui super pertinente. On se penche sur un guide vraiment exhaustif qui a été rédigé par Yvan Junior Blanchette. C'est un spécialiste des voyages et croisières chez Aéria Voyage. Un très bon document en passant, très détaillé. Vraiment. Et son texte décortique l'offre d'une compagnie de croisière qui s'appelle Azamara Cruises. Puis en lisant ça, je te dirais que j'ai eu l'impression qu'il faisait les choses complètement à l'envers du reste de l'industrie. À l'envers, oui, mais de façon très calculée. C'est ça. Mais je dois admettre que j'ai eu une certaine dose de scepticisme au début. Le texte parle de leur grande philosophie qu'ils appellent la Destination Immersion, donc l'immersion à destination. Ouais, le fameux mot en I. Ben c'est ça, ça sonne un peu comme un terme marketing inventé dans une salle de conférence juste pour justifier des prix plus élevés, non? Toutes les compagnies disent qu'elles offrent de l'immersion aujourd'hui. Ouais, puis c'est une réaction tout à fait saine d'être sceptique. Le mot immersion est super galvaudé dans le domaine du voyage. Tellement. Mais il y a un cadre analytique super clair à établir ici avec Azamara. C'est pas juste un slogan imprimé sur un beau dépliant glacé. C'est vraiment le principe fondamental autour duquel tout leur modèle d'affaires est bâti. Tout le modèle. Absolument tout. Surtout leur logistique maritime. Ce qu'ils font concrètement, c'est ralentir le rythme. Ils intègrent ce qu'ils appellent des journées prolongées à destination, donc des escales de 10 heures ou plus. OK, 10 heures, c'est déjà pas mal plus long que la moyenne. Ouais, mais la vraie différence, c'est les départs en fin de soirée. Souvent à minuit ou même plus tard. Puis surtout, une quantité massive de séjours avec nuitées sur place. Les fameux overnight, comme on dit. Exactement. Le document souligne d'ailleurs qu'Azamara offre plus de ces soirées-là puis de ces nuitées en port que n'importe quelle autre compagnie de toute l'industrie. C'est leur signature. C'est un chiffre frappant, mais logistiquement parlant, j'ai une question. J'imagine que les ports chargent des frais de stationnement, en quelque sorte. Ben oui, les frais d'amarrage, puis c'est généralement calculé à l'heure ou à la journée. C'est pas donné. Fait que si le navire reste à quai jusqu'à minuit ou toute la nuit, ça doit coûter une fortune en frais supplémentaires. Puis, tu sais, sans compter que de ce que je comprends de l'économie des bateaux de croisière, une grosse partie des profits se fait quand le bateau roule en mer, non? C'est le nerf de la guerre. Quand le navire navigue, les casinos sont ouverts, les immenses boutiques hors taxes roulent à plein régime. C'est ça. Puis si le navire reste accosté, mettons, à Bordeaux ou à Venise toute la nuit, toutes ces sources de revenus-là sont fermées à cause des lois locales. Fait que comment ils justifient cette perte colossale de revenus? C'est exactement là qu'on comprend que c'est pas juste un concept marketing, c'est un choix financier super délibéré de leur part. La compagnie accepte de renoncer à ces revenus-là à bord, puis de payer des frais portuaires exorbitants. Mais pourquoi? Parce que la valeur perçue de l'expérience à terre pour leur clientèle cible, ça justifie un prix de billet initial beaucoup plus élevé. Ah, OK. Et parie vraiment sur le fait que de voir une ville, une fois que les immenses foules de touristes sont partis, ça vaut son pesant d'or. C'est quand même fascinant comme renversement de modèle. C'est un peu comme, au lieu de faire du speed dating touristique, on t'offre un long souper intime. On passe vraiment de l'échantillonnage à la vraie dégustation. C'est une excellente analogie. Mais ça soulève une autre question. Si le navire reste à quai, puis que les divertissements à bord sont fermés ou limités, qu'est-ce qu'on offre aux passagers pour occuper ces soirées-là? Parce que, se promener tout seul dans un port qu'on connaît pas à 23 heures, c'est pas nécessairement l'idée du grand luxe pour tout le monde.
C'est très vrai. Puis c'est ce qui nous amène à l'un des éléments les plus distinctifs du rapport de M. Blanchette, les fameuses soirées As Amazing. Ah oui, les As Amazing Evenings. Exact. C'est un concept qui a été introduit en 2011. Puis c'est pas juste des petites excursions nocturnes de base, là. C'est des événements culturels privés conçus exclusivement pour les invités du navire. Et si je me fie au texte, c'est gratuit en plus. Totalement. C'est inclus dans chaque voyage de 9 nuits ou plus. Si la croisière est plus courte, il y a un événement équivalent qui est organisé directement à bord. Wow! Puis le guide donne quelques exemples qui ont l'air honnêtement assez spectaculaires. Il y en a des incroyables. Tu sais, on parle d'un événement à Guayaquil, en Équateur, avec des rythmes équatoriens sous les immenses dômes de verre du Palacio de Cristal. Un endroit magnifique. Ou à Shanghai, en Chine. C'est un spectacle privé au Shanghai Center Theatre avec des acrobaties, de la danse traditionnelle, puis l'opéra du Sichuan. Tu sais, le fameux opéra où les artistes changent de masque à une vitesse folle. Oui, le changement de visage, c'est impressionnant. Il y a aussi l'Alaska, avec des événements liés aux traditions autochtones. Puis, en Méditerranée, c'est des soupers sur le bord de l'eau ou des soirées privées dans des vignobles. C'est super beau, mais je veux te relancer là-dessus. Est-ce que n'importe quelle autre grosse compagnie de croisière qui a beaucoup d'argent pourrait pas juste louer un théâtre puis faire exactement la même affaire? Théoriquement, oui. Ils ont les budgets pour. Mais en pratique, c'est là que la philosophie d'immersion montre sa vraie mécanique. Comment ça? L'exclusivité de ces événements-là, mettons avoir accès à un site historique privatisé en Méditerranée après les heures de fermeture, c'est possible seulement parce que les autres grands navires de 5000 passagers sont déjà repartis. Ah, ils ont déjà quitté le port au coucher du soleil? Exactement. Ils sont partis faire rouler leur casino en mer. Fait que les organisateurs locaux ou les directeurs de musées, ils savent qu'ils ont affaire à un groupe restreint d'Azamara. La ville est vidée de sa grosse masse touristique. C'est fou. Donc le temps supplémentaire crée littéralement l'opportunité. C'est ça. C'est une exclusivité temporelle que les compétiteurs peuvent tout simplement pas acheter parce qu'ils sont physiquement plus là. OK, là, je comprends vraiment la mécanique. Mais ça me fait penser à un autre défi, un défi purement physique. Le bateau lui-même? Ben oui. Pour accoster en plein centre-ville de ces destinations-là ou pour remonter des fleuves, on s'entend qu'on peut pas arriver avec une ville flottante à la caille d'un porte-avions. Non, ça passerait pas. J'ai regardé les spécifications de leur flotte dans le document. On parle de 4 navires jumeaux, le Azamara Journey, le Quest, le Pursuit, puis le Onward. C'est tous des anciens navires de la classe R, construits au début des années 2000. Les fameux navires Renaissance, oui. Puis la capacité maximale, c'est environ 690 passagers chacun. Dans l'industrie d'aujourd'hui, 690, c'est minuscule. C'est minuscule, mais c'est une taille hyper stratégique. C'est le cœur de leur modèle opérationnel. Ces navires-là, la classe R, ils sont légendaires dans l'industrie maritime. Ah ouais? Pourquoi? À cause de leur tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur de la coque sous l'eau. Puis aussi leur largeur. Ça leur permet de naviguer là où les gros méga-navires s'échoueraient ou passeraient juste pas. Fait qu'ils peuvent aller dans des endroits super serrés. Absolument. Ils peuvent remonter la Garonne pour accoster en plein centre de Bordeaux ou se faufiler dans des tout petits ports des îles grecques. C'est génial, donc le navire lui-même, c'est vraiment l'outil qui rend l'immersion possible. Mais il y a un autre détail dans le rapport qui m'a vraiment fait arrêter ma lecture. Ah oui? Lequel? On parle d'un ratio d'un membre d'équipage pour 2 invités, ce qui est excellent. Mais surtout, ils offrent un service de majordome dans absolument toutes les cabines. Ouais, partout. Pas juste dans les immenses suites dispendieuses en haut du navire, là. Dans chaque cabine standard. Comment c'est possible de rentabiliser ça? Tu sais, c'est comme réserver une petite chambre de base dans un hôtel boutique puis voir débarquer le service d'une suite présidentielle. C'est une image parfaite. Puis c'est une décision d'affaires super astucieuse. En nivelant le service vers le haut de façon uniforme, ils redéfinissent les attentes pour toute la marque, pas juste pour les VIP à bord. C'est brillant. Puis ce niveau de service-là, ça s'inscrit en une stratégie beaucoup plus grosse qui vient tout juste d'être annoncée. Le guide de M. Blanchette détaille le programme Azamara Forward qui s'en vient pour janvier 2026. Ouais, c'est décrit comme la plus grande rénovation de la flotte de toute leur histoire, hein? Exact. C'est un investissement massif. Le document mentionne un nouveau restaurant, le Chef Stable. Il y a aussi une refonte complète de leur Atlas Bar, puis du Discovery's restaurant sur toute la flotte. Puis ils transforment le Cabaret Lounge. Ouais, ils modernisent l'ensemble des espaces publics. Puis j'ai vu une exclusivité pour le navire Azamara Quest en décembre 2026. Ils ajoutent un tout nouveau pont Penthouse avec 12 nouvelles suites de très haut niveau, les catégories Grand View puis Panorama.
C'est ça. Mais ma question, c'est pourquoi investir des sommes aussi astronomiques dans des bateaux qui ont été construits il y a plus de 20 ans? Ben, c'est parce que les attentes dans le marché d'ultra premium, ça évolue extrêmement vite, tu sais. L'objectif d'Azamara Forward, c'est de se rapprocher des standards d'ultra luxe d'aujourd'hui tout en gardant l'échelle intime du bateau. Fait qu'ils veulent le beurre puis l'argent du beurre, hein? Un peu, oui. L'obsession première reste la destination. Mais ils réalisent que quand les passagers reviennent au bateau après une longue journée en ville, le navire doit offrir un sanctuaire qui est irréprochable. Puis investir dans cette classe de navires-là, c'est souvent plus intelligent que d'en construire des nouveaux qui finiraient par être trop gros pour entrer dans les petits ports. C'est logique. En parlant d'ultra premium puis de majordome, je pense qu'il faut aborder le sujet qui fâche d'habitude, la facture. Ah, l'argent. Toujours. Ben tu sais, l'industrie des croisières est tristement célèbre pour ça. Le prix du billet à l'arba, mais une fois à bord, chaque petit extra est facturé à un prix de fou. La bouteille d'eau, le café, le resto thématique. La fameuse facture surprise à la fin du voyage. Exactement. Mais le rapport décrit le modèle de tarification d'Azamara, qu'ils appellent Always Azamara, comme étant quasiment tout inclus. Y a-t-il une attrape là-dedans? Non, il n'y a pas d'attrape. C'est vraiment un changement de posture psychologique. Le modèle inclut presque tout. Toutes les boissons, alcoolisées ou non, pendant les heures d'ouverture des bars. Ouais, juste le petit verre de vin au souper, là. Non, en tout temps quand le bar est ouvert. Les 5 options de restauration sont incluses sans frais supplémentaires. Les pourboires pour l'équipage sont déjà intégrés, donc aucun frais ajouté à la fin. Les navettes pour aller du port au centre-ville sont fournies. Ça, c'est super pratique. Puis on a déjà mentionné la soirée culturelle As Amazing qui est incluse aussi. Puis, il y a un autre détail qui m'a fait rire dans la liste des inclusions, mais en y repensant, je me dis que c'est un coup de génie. C'est l'accès illimité à la buanderie en libre-service. Ah oui, la fameuse buanderie. Ça a l'air de rien, là, mais honnêtement, pour un voyageur aguerri qui part 1 mois, l'idée de pas avoir à laver ses chaussettes dans le lavabo de la salle de bain ou de pas payer 10 $ pour faire laver un T-shirt, c'est le summum du luxe pratique. C'est clair, ça élimine une énorme friction. C'est comme la différence entre aller dans un resort tout inclus où tu laisses ton portefeuille dans le coffre-fort, puis prendre un vol à rabais où tu as l'impression de devoir payer pour aller aux toilettes. Ça change la vibe au complet. Absolument. L'élimination de cette friction financière-là, ça crée un environnement beaucoup plus détendu. Psychologiquement, être facturé à la pièce pour des petits montants, ça crée une micro-anxiété constante pendant tes vacances. Quellement. En enlevant ça, Azamara permet à ses passagers de juste relaxer. Bon, pour rester factuel par rapport aux documents, il y a quand même des choses payantes. Le Wi-Fi n'est pas inclus, les excursions régulières de jour non plus, les soins de spa, puis l'alcool super premium, faut payer. OK, c'est bon à savoir. Mais le quart de l'expérience quotidienne est réglé. Bon, le bateau est intime, le service est malade, le portefeuille est rangé. Maintenant, on va où avec ces petits bateaux-là? Bonne question. Le texte met de l'avant une stratégie d'itinéraire qu'ils appellent intensif par pays. Donc, au lieu de faire du saut de puce, de survoler, mettons, 5 pays en 7 jours, on explore une seule région vraiment en profondeur. C'est la manifestation géographique de leur modèle. Au lieu d'effleurer la surface, on plonge. Puis les exemples sont vraiment évocateurs. On parle du Japon, spécifiquement pendant la saison des cerisiers en fleurs, avec des arrêts à Hiroshima, Kanazawa, Tokyo, puis Kobe. Magnifique. Il y a des croisières de 15 nuits intensives juste en Chine avec le navire Pursuit, ou encore des plongées profondes dans les toutes petites îles de la mer Égée en Grèce. Puis leur programme pour 2026 a l'air particulièrement chargé. Oui, il pousse la note encore plus loin. 3 bateaux en Europe de mars à octobre, avec 5 nouveaux ports inauguraux, des forfaits étendus en Alaska, puis ont même ciblé des événements astronomiques, genre 3 croisières synchronisées juste pour l'éclipse solaire d'eau 2026. C'est du sur-mesure temporel. C'est très intelligent. Mais le summum, faut en parler, c'est le fameux World Voyage, le voyage mondial du navire Azamara Onward en 2026. Ah, ça, c'est la pièce de résistance. On parle d'un départ de Miami pour 155 nuits, 36 pays, 55 nuitées ou séjours tardifs, puis 60 journées prolongées. Mais là, soyons réalistes, là, 2 secondes. Partir 155 nuits, ça prend toute une logistique personnelle, tu sais. C'est pas pour tout le monde. Faut organiser sa maison, ses finances. Ça filtre énormément la clientèle. Qui a le temps de partir 5 mois? C'est une excellente observation. Puis
Ça nous indique exactement qui est le passager type d'Azamara. Ça s'adresse pas aux jeunes couples de professionnels qui essaient de rentabiliser chaque minute de leurs 2 petites semaines de vacances par année. Non, c'est clair. Ça exige un public qui est prêt à s'investir à long terme, des gens qui ont une grande flexibilité de vie. Ce qui m'amène à l'aspect purement business de l'entreprise. Qui gère une ligne de croisière aussi nichée? Le document fait un petit historique. La marque a été fondée en 2007. À l'époque, c'était une branche de Celebrity Cruises qui appartient au géant Royal Caribbean Group. Exact, c'était leur division haut de gamme. Mais en 2021, Royal Caribbean vend Azamara à une société de capital investissement, Sycamore Partners, pour 201 millions de dollars. C'est pas rien. Aujourd'hui, c'est une marque totalement indépendante, dirigée depuis mai 2024 par la PDG Dondra Ritzenthaler. Mais je me demande, pourquoi une firme d'investissement achèterait une petite ligne de bateaux comme ça? C'est l'indépendance qui est la clé de la valeur ici. Quand Azamara était sous Royal Caribbean, elle devait constamment se battre pour des budgets marketing contre les méga navires de la société mère qui sont, eux, super rentables sur le volume. Ah, ils étaient toujours le petit joueur. Exact. Fait qu'une firme comme Sycamore regarde ça puis voit un joyau sous-évalué avec une base de clients hyper fidèles. En les détachant du grand groupe, ils libèrent Azamara de la pression du marché de masse. Ils peuvent dicter leurs propres règles puis creuser leur niche sans faire de compromis. Puis cette niche-là les place face à une compétition super spécifique. Yvan Junior Blanchet fait des comparaisons dans son guide. Il parle d'Oceania Cruiser en premier. Un gros concurrent, oui. Le texte dit qu'Oceania a peut-être une offre culinaire un peu plus forte puis des bateaux plus gros, mais qui sont beaucoup moins axés sur les nuitées en port. C'est vrai. Ensuite, il les compare à Viking Ocean. Viking est super fort sur l'enrichissement culturel avec des historiens résidents en bord, mais leur navire a 930 passagers, puis surtout, l'alcool n'est pas inclus en tout temps. Voilà une grosse différence. Et finalement, il y a Silver Sea. Mais eux, c'est de l'ultra-luxe pur, de l'expédition polaire avec des prix qui explosent complètement le budget. Fait que, au final, c'est pour qui Azamara? Si on analyse le marché, on cherche des adultes très expérimentés en matière de voyage. Souvent des gens de 50 ans et plus. Tu sais, il y a des voyageurs qui ont déjà vu les grandes capitales au pas de course puis qui veulent plus faire ça. Ils veulent la prochaine étape. C'est ça. Ils veulent souper à terre dans un petit port tranquille sans autres touristes autour. C'est parfait pour quelqu'un qui a l'habitude de voyager avec Celebrity, Holland America ou Princess, puis qui cherche une montée en gamme. Mais faut être transparent, puis poser la question inverse. Mettons que j'adore les grands bateaux. J'aime les gros shows de Broadway après le souper. Je veux glisser dans des immenses parcs aquatiques sur le pont supérieur avec mes enfants. Ah là. On s'entend que je vais trouver le temps super long sur un navire d'Azamara, non? Tu vas t'ennuyer à mourir. Puis c'est parfait comme ça. Ah ouais? Oui, c'est la plus grande force d'Azamara. Ils ont le courage corporatif de dire « on n'est pas pour vous ». Ils essaient pas de plaire à tout le monde. Ils y ajouteront jamais une petite glissade d'eau juste pour attirer 3 ou 4 familles de plus, parce que ça détruirait leur identité. L'attraction, c'est la destination. Ça montre vraiment à quel point une seule décision, genre décider de rester à quai quand tout le monde repart, ça force une compagnie à repenser toute son approche. De la taille des bateaux, aux frais à bord. C'est un écosystème qui est parfaitement aligné. Le navire est optimisé pour être le moyen d'accès à l'expérience plutôt que d'être l'expérience en soi. Ça amène une réflexion super intéressante pour finir. On a commencé en parlant de la course contre la montre puis du stress de tout voir en rafale. Ouais. Dans un monde comme aujourd'hui où on est bombardé d'informations, où tout va toujours plus vite puis où chaque minute de notre vie est comptée, je me demande si le véritable ultra-luxe, en fin de compte, ce serait pas tout simplement le droit d'avoir du temps. Le luxe de la lenteur. Exact. Le luxe ultime de pas avoir à regarder frénétiquement sa montre en voyageant. C'est une belle idée sur laquelle méditer. Merci à tous d'avoir suivi notre plongée dans la philosophie d'Azamara Cruises. Puis la prochaine fois que vous planifiez une aventure, demandez-vous comment vous mesurez son succès. Par le nombre de frontières traversées à la course ou par le temps que vous prenez pour vraiment vous en imprégner. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.